Bonjour tout le monde, bienvenue à tous pour ce 14e webinaire, alors que la crise économique et crise sanitaire que nous traversons a des conséquences inédites de nouveau sur notre territoire, sur les conséquences économiques et sociales. Tous les acteurs économiques de la région ont pris l'initiative de renouveler les séries de webinaires que nous avions conduits en mars et avril, et ce à destination de tout le monde économique et du monde de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Nous nous ferons le relais des dispositifs de l'État et des particularités en région et nous répondrons à l'actualité avec sur le plateau des intervenants qui répondront à vos questions sur des thématiques bien précises. Nous retrouverons Madame Estor qui est chargée de mission à la DRFIP pour le volet 1. Nous retrouverons Henri Lourde Rocheblave, qui est le directeur des URSSAF Nouvelle-Aquitaine, sur le sujet des exonérations de charges et des reports de charges, et Pascal Apréléris, qui est le directeur régional de la Direct, pour le sujet de l'activité partielle. Je rappelle le principe du webinaire pour ceux qui sont nouveaux. Donc, vous avez un premier onglet chat, donc sur le côté droit de votre écran. Vous pouvez saluer les personnes que vous reconnaissez. Ne posez pas vos questions dans le volet chat, puisque les questions, vous le poserez sur le deuxième onglet. Donc, les questions sont classées par ordre d'importance. Si vous vous retrouvez dans une question qui est posée, cliquez sur le petit triangle à côté pour voter sur cette question, puisque moi, je classe les questions par importance. Donc, plus les numéros sont grands, plus elles remontent. Vous retrouverez également en volet 3 des sondages. Je vous invite véritablement à remplir le sondage, ça va très vite. Ça nous permet de qualifier au fur et à mesure nos partenaires et donc de faire évoluer nos webinaires. Je vous propose qu'on attaque donc de suite. Je vais donc interroger nos 3 intervenants sur le contexte aujourd'hui sur le territoire, de nous refaire une petite synthèse et ensuite nous enchaînerons sur les questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure si déjà des questions vous viennent à l'esprit. Alors, je vais commencer côté URSSAF avec vous, Monsieur Lourde Rocheblave, que vous nous fassiez une petite synthèse sur le territoire. Voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur les sujets des charges sociales? Oui, bonjour à tous. Henri Lourde Rocheblave, donc directeur régional de l'URSSAF Aquitaine, hein, je précise, puisqu'il y a bien des URSSAF Poitou-Charentes et Limousin qui sont également sur le territoire. Donc c'est vrai que nous avions cet été à la rentrée commencé à reprendre le recouvrement classique avec la fin des reports, avec la mise en place de la loi de financement rectificatif sur les exonérations pour les secteurs les plus sinistrés. Donc on avait fait pas mal d'informations sur le sujet. Et évidemment, je tenais à rassurer les entreprises aujourd'hui, l'annonce du deuxième confinement nous a conduit à remettre en place toutes les mesures qui avaient été mises en place pour le premier. C'est-à-dire notamment qu'on a remis en place la possibilité d'obtenir des reports de cotisation pour les entreprises en difficulté. Donc, il suffit d'aller sur le site et de remplir un rapide document. Par contre, il faut continuer à faire cette déclaration, bien sûr, mais on peut ne pas payer pour les entreprises en difficulté en demandant ce report qui sera, comme pour le premier confinement, donc possible et avec absence, évidemment, de majoration de retard. On avait commencé à envoyer quelques plans d'appurement de la première phase, hein, donc du premier confinement à quelques entreprises. Donc, on a arrêté cet envoi pour l'instant et on a eu un certain nombre d'annonces ministérielles qui prévoient de nouveau des exonérations, alors qui seront dans une future loi prévue plutôt sur la fin de l'année 2020, puisque la loi de financement rectificatif du mois de juillet, elle prévoyait les exonérations sur la période du premier confinement, hein, donc en gros de février à mai. Donc il faudra une deuxième loi pour mettre en place des exonérations, mais les pouvoirs publics l'ont annoncé d'ores et déjà, sur ce nouveau confinement, avec un système qui, je pense, sera assez proche de celui qui existe. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que dans ces exonérations, on a des secteurs qui ont été plus particulièrement concernés, les secteurs les plus sinistrés. Donc, on pense évidemment aux hôtels, cafés, restaurants, à la partie tourisme, événementiel, aéronautique. Et évidemment, tous les secteurs qui sont fermés pendant les confinements. Donc, je pense au commerce non alimentaire. Donc, ces secteurs ont même été élargis encore récemment pour tenir compte donc de ce deuxième confinement et de sa complexité. Donc voilà, pour rassurer les entreprises, dire qu'on est reparti sur des mesures telles qu'elles avaient été prises sur le premier confinement. Elles sont de nouveau en place depuis le 30 octobre. Très bien, merci. Je vois que les questions commencent à arriver, donc c'est très bien.
Monsieur Aprédéris, côté direct, donc activité partielle, un petit contexte. Oui, bonjour, oui, voilà, je me reconnecte. Donc, pour l'activité partielle, donc simplement rappeler que c'est un dispositif qui a été massivement utilisé et qui continue d'ailleurs à être utilisé massivement. Nous sommes actuellement à 1,5 milliard de dépenses pour la seule région de Nouvelle-Aquitaine, donc 1,5 milliard, au bénéfice d'1 million de salariés et de 120 000 entreprises. Donc, c'est à peu près ça les données. Donc, on était parti sur un système très, très favorable et très dérogatoire depuis le mois de mars. On avait connu, vous vous souvenez également des difficultés avec, notamment avec la création de comptes, avec des sujets ASP qui nous ont un peu parasité pendant une quinzaine de jours. Bon, mais depuis, on peut dire que le système est relativement bien rodé. Bon, on a toujours évidemment des questions de blocage parfois, de comptes qui peuvent survenir du fait des contrôles qui sont menés. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut dire simplement en matière d'évolution du régime, donc on est passé d'un régime où on était sur un remboursement à 100%, pour être simple, de l'ensemble des entreprises. On est désormais passé donc depuis le 1er novembre à un système différencié où seules les entreprises dites protégées entre guillemets, donc celles qui sont qui subissent une fermeture administrative, ou alors les entreprises du tourisme, etc. Donc, il y a plusieurs listes de secteurs assez complexes. Donc, pour ces entreprises-là, on est toujours sur un remboursement donc, de 100% de l'allocation versée aux salariés. Cette allocation, elle, qui n'a pas bougé, on est toujours sur 70% du salaire brut, ce qui représente 85% du net pour les salariés. Par contre, pour les autres secteurs, donc, on est passé à un stade de remboursement de 60%. Donc, c'est 60% de cette allocation qui est remboursée aux entreprises. Donc, il y a un reste à charge plus important qu'au départ pour ce type d'entreprise. Alors, sur l'évolution des taux, bien sûr, le fait qu'on soit sur un second confinement a entraîné une prolongation de la mise en œuvre de cette activité partielle un peu boostée, évidemment. Pour l'instant, on est sur une échéance 31 décembre, donc bon, voilà, mais on sait bien que de semaine en semaine, le sujet évolue et on sait que probablement, enfin, en fonction de l'actualité de la situation sanitaire, cette situation pourrait être amenée à être prorogée. En termes de contrôle, simplement dire que depuis le mois de juillet, on a déployé plus de 6000 contrôles donc en Nouvelle-Aquitaine, contrôles donc a posteriori. Rapidement quelques chiffres, donc on a dans 70% des cas, il n'y a pas de problème soulevé, donc c'est-à-dire que les entreprises ont correctement appliqué les choses. Dans 20 ou 25% des cas, il y a une régularisation qui a été demandée, alors soit en plus, soit en moins. Parfois, c'est une régularisation au bénéfice de l'entreprise. C'est pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive. Et dernière situation, donc les fraudes ou les escroqueries, on a quand même entre 5 et 10% de situations d'escroquerie avec des usurpations d'identité, en général c'est ça, ou avec des entreprises qui n'ont pas forcément joué qui ont un petit peu surestimé leurs déclarations et sous-estimé les versements aux salariés. Alors peut-être un petit mot également sur le FNE formation, donc c'est un dispositif complémentaire vous savez que c'est un dispositif qui permet de financer les formations qui sont mises en œuvre par les entreprises au profit des salariés en chômage partiel. Donc pour dire simplement que ce dispositif-là qui est déployé par les OPCO, les 11 OPCO, il fonctionne quand même pas mal. On a à peu près 3000 dossiers qui ont été validés par les OPCO pour 10 000 salariés et pour 12 millions d'euros. Donc ce système-là, il va se poursuivre, il va même être renforcé au courant de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas aussi à recourir à ce système-là. Ça permet de former, de maintenir l'employabilité et puis de renforcer l'adaptation aussi des personnes au poste de travail. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut tout à fait privilégier. Voilà rapidement ce que je peux dire sur l'activité partielle à ce jour. Très bien, monsieur Aprédéris. Et pour terminer, donc Madame Estor, donc qui est au téléphone pour des problèmes de connexion. Madame Estor, sur le volet 1 du Fonds de solidarité, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse en 2-3 minutes, s'il vous plaît?
Alors déjà, en préalable, rappeler qu'en cas de difficulté, l'interlocuteur privilégié pour les entreprises, c'est bien de faire au service des impôts des entreprises. Pour toute difficulté signalée de paiement ou de respect des échéances, et ils sont joignables soit avec des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre sur impôts.gouv dans l'espace de chaque entreprise, ou de le contacter par messagerie sécurisée. C'est un préalable important parce que c'est vraiment l'interlocuteur à privilégier. En matière de fonds de solidarité, donc toutes les informations sont sur le site impôts.gouv avec les détails des mesures, puisque le fonds évolue en fonction de l'actualité. Donc le couvre-feu a donné lieu à certaines mesures, ainsi que des fermetures administratives d'entreprises et évidemment le dernier confinement. Donc toutes les nouveautés sont sur le site, accessibles aussi via l'espace, donc pour une demande de fonds de solidarité, c'est via l'espace particulier de dirigeants que sont formulées les demandes. Il n'y a pas de justificatif à joindre, mais comme vient de souligner les deux intervenants précédents, il y aura des contrôles, soit avant paiement du fonds, soit après paiement du fonds. On se réserve le droit de venir vérifier que les conditions d'octroi ont bien été respectées. En ce qui concerne les dernières mesures du Fonds de solidarité, donc on a en ligne les formulaires pour septembre, octobre et à venir novembre. Donc pour septembre-octobre, on tient compte effectivement de petites pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises qui auraient fait l'objet d'une fermeture. Donc une interdiction d'accueil du public, c'est 333 € par jour. Pour les zones de couvre-feu qui ne concernent pas la Gironde, il y a un dispositif particulier que je n'évoquerai pas. Et en dehors des zones de couvre-feu, on est dans la logique des secteurs 1 et 1 bis, c'est-à-dire des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire. Ces secteurs sont définis dans un décret, c'est le décret du 30 mars, qui liste précisément les secteurs d'activité directement touchés, c'est le secteur 1, et 1 bis, ce sont les entreprises dont l'activité est liée à l'événementiel, à la culture et au tourisme et au sport. Dans ces conditions-là, les entreprises qui auraient perdu entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires reçoivent jusqu'à 1 500 € et plus de 70% de leur chiffre d'affaires, c'est jusqu'à 10 000 €. On a une modification effectivement avec on a une nouveauté donc pour le mois de novembre, donc ça c'est pour la période d'octobre que je viens d'indiquer. Pour la période de novembre, on aura des entreprises qui ont été fermées administrativement, pourraient recevoir jusqu'à 10 000 €. Ceux du secteur 1 également 10 000 et secteur 1 bis également jusqu'à 10 000. Pour les autres entreprises qui ne seraient pas dans les secteurs particulièrement touchés ou fermés, on a le fonds qui revient avec une limite à 1 500 €. Sachant qu'il y a une notification aussi sur les entreprises éligibles, puisque maintenant on va jusqu'à 50 salariés. Très bien. Bon, de toute manière, on approfondira tout ça dans les questions. Vous avez une foire aux questions qui vous permet d'avoir toutes les informations, et notamment une fiche qui a été mise à jour mardi, qui liste toutes les mesures d'accompagnement des entreprises. Et il y a tout un volet de questions-réponses sur le Fonds de solidarité qui est inclus dans cette fiche. Très bien. Écoutez, merci. Je vais commencer à publier les questions. Alors, j'invite les participants à aller dans le sondage. Je le répète, c'est très, très important. Vous êtes plus de 300 aujourd'hui en ligne. On est loin des 300 sur le sondage. C'est important qu'on voit la représentativité des secteurs, la représentativité des départements, puisque vous savez que les partenaires économiques sont assez nombreux, l'Union des métiers d'industrie d'hôtellerie, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les chambres consulaires. Donc, on a besoin aussi de savoir quels sont les secteurs qui se connectent le plus. Alors, nous allons commencer donc les questions. Alors, une question pour les URSSAF. Donc, quels sont les secteurs qui seront exonérés à 100% des charges sociales, notamment URSSAF, et quelles périodes seront prises en compte? Oui, alors là, je pense qu'on parle des exonérations annoncées pour ce deuxième confinement, puisque c'est ce qu'a annoncé en effet les pouvoirs publics. Donc, pour l'instant, on n'a pas évidemment les textes, puisqu'ils sont prévus pour le mois de décembre. Ce
que moi j'en sais aujourd'hui, c'est qu'on devrait être assez proche de ce qui s'est passé pour la loi de financement rectificative numéro 3 sur le premier confinement, c'est-à-dire qu'on a une exonération des cotisations patronales pour les secteurs donc évoqués tout à l'heure par Madame Nestor, hein, c'est-à-dire les secteurs 1 bis et 2. Par contre, on a ensuite une aide au paiement qui permet de couvrir une partie des cotisations salariales ou des cotisations patronales qui ne sont pas couvertes par l'exonération initiale, notamment Agirc Arrco. Alors ça, c'est dans le système de la LFR3. Il y aura évidemment un débat parlementaire là, dans les semaines qui viennent pour savoir si ce système tel qu'il a été mis en place sur ce premier confinement sera exactement le même ou pas dans le second confinement. Et est-ce qu'il y aura en effet une exonération totale à 100% des cotisations directement. Aujourd'hui, dans la LFR3, ce n'est pas le cas. Hein. Dans le premier confinement, on n'est pas sur une exonération totale immédiate. On est sur un double système d'exonération et d'aide au paiement qui couvre normalement une partie très forte des cotisations, mais pas autrement l'ensemble des cotisations. Pour préciser, Monsieur Lordon-Cheblav, pour les reports de charges, oui. Les entreprises dites en difficulté ou en tout cas qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires, peuvent-elles de droit décaler, enfin reporter la part salariale ou la part patronale ou la part patronale et salariale? Quelle est aujourd'hui la politique des URSSAF là-dessus? Alors, aujourd'hui, à partir donc du mois des échéances de novembre, hein, il y a la possibilité de reporter l'ensemble, donc cotisations patronales et cotisations salariales, en faisant juste une demande donc sur le site internet ursaf.fr, tout en faisant bien la déclaration pour qu'on puisse mesurer les éléments. Voilà, donc on est reparti sur ce qui était en place au mois de mars, où c'était aussi possible d'avoir les cotisations patronales et salariales. Et vous vous souvenez peut-être qu'à partir du mois de juillet, là, on ne pouvait reporter que les cotisations patronales. Et à partir de septembre, on ne pouvait plus rien reporter du tout. Enfin, on peut reporter, mais il y avait un risque de majoration de retard. Là, on est revenu sur le système initial, donc report cotisations patronales et salariales sans majoration de retard. Pour les entreprises en difficulté, hein, je le rappelle, hein, puisque les cotisations sociales, elles servent à financer notamment les hôpitaux, et donc on demande à ce que toutes les entreprises qui ne sont pas en difficulté, qu'elles continuent à régler leurs cotisations pour pouvoir soutenir le système de santé notamment. Très bien, je vous remercie. Alors, y a-t-il une aide prévue pour les salariés dirigeants de SAS, les mandataires sociaux? Il y a annoncé une aide pour les cotisants à l'URSSAF et pour les salariés, mais rien pour les présidents salariés de SAS. Ça, je me rappelle, à l'époque, on évoquait souvent ce sujet du mandat social. Oui, alors il y a une subtilité en la matière selon le statut particulier des dirigeants. Il y a, si les dirigeants ont un contrat de travail par ailleurs pour une activité dans leur entreprise, il y a une exonération sur cette partie-là et pas sur leur quand ils n'ont que des sommes pour la partie dirigeant sans contrat de travail. En effet, il n'y a pas d'exonération, mais enfin au sens salariés. Après, s'ils sont travailleurs indépendants, ça j'en ai pas encore parlé, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, s'ils sont travailleurs indépendants et que ces sommes donc viennent dans le revenu de travailleurs indépendants, il y a également un système d'exonération et d'abattement pour les cotisations de travailleurs indépendants. Donc voilà, c'est soit l'un soit l'autre, selon le type de revenu. Il y a en effet quelques subtilités dans la notion de mandataires sociaux. Et il faut qu'ils regardent dans quelle catégorie rentre leur revenu exactement pour savoir dans quelle catégorie d'exonération ils peuvent avoir droit. Très bien, merci. J'ai déjà payé mes cotisations, soi-disant exonérées. Qu'en est-il du remboursement à voir ? Alors ça peut concerner donc des entreprises qui en effet auraient réglé leurs cotisations pendant le premier confinement et qui finalement font l'objet d'exonération de cotisations dans le cadre de la loi de financement du 30 juillet. Donc dans ce cadre-là, les entreprises ont jusqu'au 30 novembre pour faire leur déclaration d'exonération. Donc on a reçu une partie mais pas encore tout. Et donc en effet, si cette exonération conduit à ce que on se retrouve avec un crédit, ils seront remboursés rapidement de ces crédits pour pouvoir couvrir donc cette partie-là. Donc on est en train, on a reçu les déclarations surtout depuis le 15 octobre, donc on est en train de faire ces calculs-là et lorsque on voit en effet qu'il y a des crédits sur le compte, on va les rembourser.
Je parle bien de l'exonération, petite subtilité, hein, parce que je parle de la partie exonération des cotisations patronales. Il y a un autre système qui s'appelle l'aide au paiement qui permet de couvrir donc notamment les autres cotisations. Là, il n'y a pas de remboursement puisque l'aide au paiement sert à payer les cotisations autres jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est plutôt un élément qui viendra en moins sur la déclaration que les entreprises vont faire jusqu'à la fin de l'année. Très ça, bien. c'est pas remboursable, entre guillemets. Merci. Côté fonds de solidarité, à partir de quelle date pourra-t-on faire la demande donc des 10 000 euros pour perte de CA? Lorsque je vais sur le site pour faire la demande, je ne vois pas le mois d'octobre apparaître. Et dans la même question, quels seront les délais de versement dès l'instant où la déclaration a été faite? Donc, alors, j'ai entendu la deuxième partie. Pour le premier, c'est le formulaire normalement à partir de la semaine prochaine, c'est à partir du 20 novembre. Donc, à partir de la semaine prochaine, la demande au titre d'octobre va être possible. Et la deuxième question, c'est une déclaration rectificative. Non, la deuxième question, c'est donc quel sera le délai de paiement une fois que la procédure est bien faite sur Internet? Alors, quand il y a un délai de paiement, c'est difficile parce que s'il n'y a pas de difficulté, il y a un traitement automatique qui fait que dans un délai raisonnable, vous pouvez avoir le paiement. Alors, je pense que c'est de l'ordre de 5 jours. C'est souvent le cas qu'on voit. Par contre, s'il y a un dysfonctionnement, un retraitement manuel à faire, là, ça va prendre un peu plus de temps. De toute façon, l'information est donnée sur la messagerie sécurisée. Il y a une notification quand il y a une mise en paiement. Donc, entre le moment où le message arrive sur l'espace sécurisé des dirigeants et la mise en paiement, il faut compter 2-3 jours. Donc, il faut surveiller sa messagerie sécurisée dès qu'il y a le message mise en paiement. Très bien, merci. Alors, je monte une question, mais à mon avis, il faudra un complément d'information de l'internaute. Nous devions avoir une exonération de charges. Alors, je pense que c'est pour les secteurs en fermeture administrative, hein, me semble-t-il. Une exonération de charges, c'est un report idem pour Malakoff. Pourquoi ne pas avoir une exonération ou un report idem pour les impôts? Alors, qui veut commencer à répondre? Peut-être côté URSSAF d'abord? Oui, côté URSSAF, il y a deux éléments en effet. Il y a les reports. Donc, pour toute entreprise en difficulté, elle peut demander un report. Et plus tard, il y aura des plans d'appurement. Donc, je le disais tout à l'heure, on avait commencé à en lancer certains sur le premier confinement, mais on les a arrêtés. Mais donc, à un moment ou à un autre, il y aura une proposition de plan d'appurement, donc des délais de paiement en la matière sans majoration de retard. L'exonération, c'est différent. Ça veut dire qu'en effet, il y a des sommes qui ont été reportées qui finalement ne seront pas dues. Et là, il y a des conditions que j'évoquais tout à l'heure. Hein, c'était des conditions de secteur, de chiffre d'affaires pour certains secteurs, qui conduiront donc à faire un calcul d'exonération. Donc, les entreprises, lorsqu'elles auront alors la nouvelle loi qui va arriver la fin décembre, devront donc calculer sur leur déclaration sociale nominative des mois suivants cette exonération. Et donc, il y aura véritablement des exonérations, mais qui seront réservées à un certain nombre de secteurs. Très bien, merci. Monsieur Aprédéris, une question sur le télétravail. Quels sont les fondements juridiques aujourd'hui sur l'obligation du télétravail qui ont été annoncés par le ministre? Oui, alors bon, c'est un sujet qui n'est pas forcément simple. Bon, vous savez que le protocole national qui a été établi le 29 octobre hein, sur les conditions générales de mesures de prévention, donc ce protocole qui a été établi après consultation de l'ensemble des partenaires sociaux, donc affirme très clairement que pour toutes les tâches qui sont télétravaillables, il y a une obligation de les télétravailler. Bon, une fois qu'on a dit ça, les difficultés commencent, évidemment. Alors, la ministre du Travail, dans ses déclarations, a fortement insisté sur le caractère impératif de cette injonction. Bon, il faut bien dire que juridiquement, le risque qui pèse sur l'employeur si vraiment il n'a pas fait d'effort en la matière, on va dire ça comme ça. Donc, pour les situations les plus flagrantes, je pense que l'employeur, effectivement, peut courir un risque en cas de, notamment, si un salarié devient positif ou en cas de contrôle de l'inspection du travail. C'est vrai que nous, on nous demande de pointer les situations les plus flagrantes. Maintenant, on sait bien que dans la réalité, dans la vraie vie, les choses sont pas si simples.
Donc, les TPE, c'est franchement pas le cœur de cible hein, de nos interventions. Donc, nous, on va plutôt regarder ce qui se passe dans les grandes entreprises, donc les plus de 500, plus de 1000. Et c'est vrai qu'on va un petit peu regarder de plus près si vraiment les efforts qu'elles font sont suffisants. Donc voilà, si vous voulez, il n'y a pas dans le code du travail une obligation, forcément, parce qu'on n'avait pas prévu ce type de situation. Maintenant, l'employeur est responsable, je dirais, des conditions d'exécution et du fait que ses salariés travaillent en sécurité. Donc c'est l'obligation générale de sécurité qui est invoquée. Hein. Et ça peut, alors en termes de mesures contraignantes, il y a un dispositif dans le code du travail qui s'appelle une mise en demeure du direct, hein, parce que c'est un pouvoir propre du direct, qu'on peut utiliser si vraiment dans les situations encore une fois, où l'employeur ne fait pas le moindre effort. Bon, c'est certainement, on va pas utiliser ça massivement. Hein, je pense que donc la réponse est plutôt de dire, c'est un sujet de dialogue entre les salariés et quand il y en a et l'employeur, sujet de dialogue social. On sait que c'est pas forcément simple hein, en termes d'équipement, en termes de fonctionnement. Et on sait qu'il y a aussi un risque quand c'est un télétravail à 100%, il y a un risque d'isolement et qui peut générer d'autres difficultés. Donc, je pense qu'il faut aussi être vigilant sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc c'est une réponse un peu nuancée, peut-être plus nuancée que celle qui est faite nationalement, mais je crois que la réalité, elle est celle-là. Hein. Je pense que l'employeur doit faire au mieux. C'est un sujet à regarder. La situation sanitaire étant très grave, donc moins on a de circulation de personnes et de salariés, mieux c'est. Donc ça, c'est très clair. Donc chacun doit y participer. Mais d'un autre côté, on nous demande également, ce qui est demandé, c'est que l'économie fonctionne la plus normalement possible, à l'exception évidemment des entreprises qui n'ont pas le droit d'ouvrir, donc qui sont fermées administrativement. Donc le point d'équilibre n'est pas simple, mais il faut un peu, je dirais, naviguer entre ces deux objectifs. Et je pense que la solution, c'est d'arriver à trouver le meilleur accord possible avec les salariés ou avec les CSE quand ils existent. Très bien, merci. Allez dans les sondages de nouveau. Tout le monde n'a pas répondu au sondage, donc ça vous prend 2 secondes juste de cliquer sur une réponse. Une question alors qui est beaucoup plus générale sur la question de l'accès aux aides, s'il existait des documents synthétiques État-région. Alors, on vous met dans le chat des questions-réponses. C'était évoqué tout à l'heure sur le site du ministère du Travail, donc on vous a mis des liens. On est en train aussi de récupérer tous les nouveaux dispositifs, ou en tout cas la révision des dispositifs. Il faut savoir que ce webinaire a été monté très très vite compte tenu de l'urgence et que, encore une fois, nos services de l'État ont répondu présent très très rapidement. Donc sûrement qu'au 2e webinaire la semaine prochaine, le 19 novembre, on aura classé un petit peu tous les documents à vous publier. Donc regardez d'ores et déjà dans le chat. Je ne sais pas de votre côté, URSSAF, DRFIP et Direct, si vous avez quelques contacts à donner là-dessus. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, qu'on est dans une période un peu particulière, parce qu'en même temps, donc il y a ce 2e reconfinement que personne ne souhaitait, bien évidemment, et puis le plan de relance. Donc, on a des dispositifs plan de relance qui se mettent en œuvre et qui continuent à se mettre en œuvre, qui s'affinent progressivement. Donc, moi, je vous invite à aller sur le site de la préfecture. Donc, sur le site de la préfecture, donc il y a un lien qui va vers le plan de relance et qui vous donne à peu près toutes les mesures qui sortent. Alors, parce qu'il y en a beaucoup, hein, et ça embrasse un périmètre très très large. Alors sur le champ qui me concerne, donc dans ces mesures, il y a notamment, parce que malgré tout, il y a toujours des recrutements qui se font, et tant mieux, la prime de 4 000 € pour les recrutements, donc qui se termine, je le rappelle, actuellement. Peut-être qu'il y aura un effet confinement de prolonger un peu ces dates, mais jusqu'à la fin janvier, donc les 4 000 €. Il y a la prime aux alternants, donc contrat de pro et contrat d'apprentissage. Donc là aussi, c'est jusqu'à la fin février. Et ça fonctionne relativement bien. On a après des aides spécifiques pour les entreprises industrielles qui commencent aussi à se préciser hein, sur l'industrie du futur, sur la transition énergétique. Donc on a alors ce qui tombe mal, c'est que effectivement ce 2e confinement met l'accent un peu sur des mesures de préservation et de sauvetage telles qu'on les a connues donc en mars-avril.
mais en même temps, on a quand même ces aides qui maintenant se développent et se précisent, et je crois que c'est important là aussi de pouvoir les diffuser. Alors peut-être qu'il serait peut-être bon de consacrer une émission peut-être à ce plan de relance, parce que les sujets sont quand même assez différents, et il serait dommage qu'ils passent en second plan du fait de ce reconfinement. Très bien, merci. Peut-être côté URSAF, c'est vrai qu'on a mis en place un site spécifique, alors sur les mesures URSAF, mais spécifique qui s'appelle mesures au pluriel .covid19@ursaf.fr, qui est vraiment à jour des dernières nouveautés en matière d'aide URSAF. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision globale de ce qu'on fait côté URSAF depuis le début. Très bien, mais je vois qu'au fur et à mesure, donc on vous publie effectivement ces liens. Alors, une question sur la CFE. Donc, j'ai reçu l'avis pour payer la CFE. Possibilité de dégrèvement? Alors, pas de dégrèvement sur la CFE. Il y a une possibilité de dégrèvement qui était prévue dans la loi de finances rectificative qui a été votée cet été. C'est à l'initiative des collectivités locales. Elles pouvaient voter, délibérer à hauteur de 2/3 de la CFE, une exonération des 2/3 de la CFE. Mais toutes les collectivités locales n'ont pas pris cette délibération, et c'était pour les secteurs particulièrement touchés par la crise Covid, donc avec les secteurs 1 et 1 bis que j'ai évoqués tout à l'heure. Dans les autres cas, il n'y a pas d'exonération, mais comme je le disais tout à l'heure, j'invite la personne qui a une difficulté à se rapprocher rapidement de son SIE pour voir avec lui ce qui est possible de mettre en place, éventuellement un délai de paiement d'adapter à la situation de l'entreprise. Oui, alors c'est effectivement un sujet. Bon, cette question revient donc sous différentes formes dans les questionnements. Simplement livré à votre connaissance, Madame Astor, nous avons aujourd'hui à peu près sur quasiment 300 personnes, plus de 5% de restaurateurs hôteliers et tourisme, donc qui sont complètement bien sûr dans ce sujet, et qui avec une part importante de Girondins. Et il a été reporté la semaine dernière qu'effectivement certaines collectivités, et même très grosses collectivités en Gironde, n'avaient pas voté effectivement ça. Donc s'ils ont des difficultés pour la CFE, ils se rapprochent de vos services. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Il n'y a pas la seule exonération décidée, ça peut être décidé localement par la collectivité locale. Si tel n'est pas le cas, effectivement, il faut se retourner vers son SIE et voir ce qu'il est possible de faire. D'accord. Bon, je pense que vous allez avoir beaucoup de contacts. Cas par cas. Ce ne sera pas une exonération décidée nationalement. Ce sera vraiment du cas par cas, plutôt du délai de paiement, et voir. Il faut vraiment que l'entreprise prenne la tâche du SIE. Ils sont joignables, bien évidemment. Hein, nos services sont joignables. Compte tenu de la crise sanitaire, à privilégier le rendez-vous téléphonique qui marche bien là depuis le début de l'année. Donc, on demande un rendez-vous sur info.gouv dans l'espace professionnel. Et comme ça permet d'évoquer le dossier et d'apporter tous les justificatifs qui seraient nécessaires au SIE. Très bien. Alors, il y a nos services sont ouverts. Mais il vaut mieux le faire par rendez-vous. C'est le plus simple et ça évite de se déplacer 2 fois si le dossier n'est pas complet la première fois. Très bien. Alors, il y a une question que j'ai montée, mais qui est redescendue, mais je vais vous la lire, qui revient toujours sur les dirigeants sans ressources. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositifs pour des dirigeants qui ne peuvent pas actionner les dispositifs en place? Qu'est-ce que vous recommandez côté direct, côté URSAF, côté DGFiP? Ça revient souvent, hein, ça. C'est plus fort encore qu'à la première phase de confinement. Hein. Alors, côté direct, c'est vrai que nous, malheureusement, on ne gère pas de dispositif en faveur des indépendants. Nous, notre périmètre de compétence, c'est les salariés. Donc c'est vrai que l'activité partielle, ça en fait partie. Mais malheureusement, pour les non-salariés, ça renvoie effectivement au dispositif fonds de solidarité et éventuellement mesure URSAF du fonds social. D'accord. Alors pour les travailleurs indépendants, en effet, on a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Donc on a notamment la suspension des prélèvements des cotisations personnelles des travailleurs indépendants
donc artisans, commerçants, profession libérale, a été mise en place de nouveau à partir des échéances de novembre, à l'exception des praticiens auxiliaires médicaux. Donc ça, c'est un premier élément là de report de cotisation. On a évidemment suspendu aussi l'envoi des plans d'appurement sur les périodes précédentes. On avait fait cet été un recalcul systématique, alors c'est un peu technique, mais des cotisations provisionnelles 2020 sur la base d'un revenu 2020 estimé avec 50% de réduction. Donc ça recalcule automatiquement des cotisations inférieures, et ce qui permettait d'attendre finalement d'avoir le revenu 2020 définitif début 2021 pour pouvoir recalculer les cotisations réelles. Donc ça, c'est un élément qu'on a systématiquement utilisé, et ce qui a permis de réduire aussi le redémarrage. Et, ce qu'on peut dire aussi, et ça c'est la nouveauté de vendredi, c'est le fait qu'il y a une mise en place d'une nouvelle aide exceptionnelle d'action sociale, donc du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui prévoit donc notamment pour les travailleurs indépendants concernés par une fermeture administrative dans ce deuxième confinement, donc un système d'action sociale avec une aide de 1000 ou de 500 € selon les cas, qui est utilisable en allant sur le site sécu-indépendant au pluriel.fr d'ici le 30 novembre. Donc pour les travailleurs indépendants qui se retrouvent en situation de fermeture administrative, je pense notamment aux commerçants, c'est cette possibilité qui vient d'être réouverte. Elle avait été ouverte pendant la période du mois de mars au mois de juin. Elle s'est arrêtée fin juin. Et là, elle reprend. Il faut faire le dossier très simple en plus. Il faut le faire donc avant le 30 novembre. Donc ça permet là aussi d'avoir une aide spécifique. Alors je le précise, qui n'est pas remboursable, puisque souvent les gens me disent mais on ne va pas demander une aide parce qu'après il faudra la rembourser. Alors, en action sociale, les aides ne sont pas à rembourser ensuite. Donc vous évoquez le CPSTI, c'est ça? Oui, le Conseil de protection sociale travailleurs indépendants, ce sont les URSSAF qui ensuite gèrent administrativement les dossiers, mais c'est bien le CPSTI qui le met en place. Et donc il faut aller sur le site sécuindépendant.fr. Il y a une rubrique aide sociale, demander l'aide. Il y a un dossier très très simple à remplir, et donc nous on va derrière traiter les dossiers le plus rapidement possible, puisqu'on a des crédits budgétaires au moins jusqu'à la fin de l'année 2020, et naturellement en 2021 il y aura de nouveaux budgets qui seront, je pense, ouverts, mais ça s'applique là on a cette demande spécifique avant le 30 novembre. D'accord. Est-ce que cette aide est cumulable au fonds de solidarité? Alors oui, cette fois-ci oui, c'était pas le cas entre mars et juin, ce qui avait rendu la situation parfois un peu compliquée. Et là, cette aide est cumulable avec le fonds de solidarité, d'autant que le fonds de solidarité c'est beaucoup élargi, on le disait tout à l'heure, sur les catégories possibles. Donc là, c'est cumulable. Très bien. En ce qui concerne la DGFiP, donc effectivement, il y a le fonds de solidarité pour les dirigeants qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail à temps plein. Il y a aussi la possibilité, alors il ne faut pas l'oublier, sur les modulations du prélèvement à la source, puisque s'il y a plus de revenus ou beaucoup moins de revenus, il faut que les prélèvements soient ajustés pour éviter d'être trop prélevés par des acomptes trop importants chaque mois ou chaque trimestre. Donc pour le moment, c'est les seuls dispositifs qui sont possibles. Très bien, merci. Alors je vais passer des questions assez rapides parce qu'il nous reste quelques minutes. Sachez que toutes les questions qui sont quand même, enfin toutes sont importantes. Nous les récupérons, nous interrogeons donc les services de l'État qui sont aussi très très réactifs pour nous apporter la réponse, et nous vous diffuserons par mail la réponse à votre question. Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à toutes vos questions, vous aurez quoi qu'il en soit un retour. Une question sur le fonds de solidarité. Est-ce que le fonds de solidarité fonctionne par Sirène ou par Siret? Donc rappelons que le Sirène, c'est le code des établissements, de tous les établissements. Le Siret, c'est par établissement. Donc, est-il par Siret ou par Sirène, le fonds de solidarité? Par Sirène. C'est un fonds de solidarité pour l'entreprise et pas pour chaque établissement. D'accord. Donc, il est par Sirène. Très bien. Donc, une entreprise qui est implantée sur plusieurs départements et qui a son siège social à Bordeaux, par exemple, c'est le siège social qui couvre l'ensemble des établissements. Très bien, merci. J'ai vu une info où l'on pouvait avoir 330 € d'indemnité par jour de fermeture administrative en octobre. Comment faire la demande?
En termes de fonds de solidarité? Je pense, alors c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, puisque tout à l'heure était évoqué donc un tarif par jour. Donc il faudrait peut-être que la personne aussi précise son champ d'activité. Mais la question qui s'affiche, donc j'ai vu une info disant que l'on pouvait avoir 330 € d'indemnité par jour de fermeture. Par jour d'interdiction au public, mais c'est pour la période fermeture administrative pour septembre. D'accord, donc c'est en septembre, 333 € par jour de fermeture administrative. Oui. D'accord. C'était par jour, mais sinon c'est dans la limite de 1 500 ou 10 000 selon le secteur d'activité. D'accord, merci. Pour la directe, peut-on imposer les jours de congé dans la période actuelle? Dans quelles conditions ou procédures? Alors, par rapport à ça, donc c'est une question qui avait déjà été soulevée lors du premier confinement. Donc là, la réponse est relativement simple. S'agissant des jours de congé, ça peut être fait dans la limite de 5 jours, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise. Alors dans les TPE, forcément, il n'y a pas possibilité de faire un accord d'entreprise. Donc, ça limite cette possibilité-là. Par contre, pour les jours RTT, le cas échéant, quand il en existe, ça peut être imposé par l'employeur. Par contre, pour les jours de congés payés, sauf accord d'entreprise, théoriquement, ce n'est pas possible. Sachant que les congés payés, il y a toujours un accord entre le salarié et l'employeur. Donc, on reste sur ce principe-là. Alors peut-être, comme j'ai la parole, j'ai vu d'autres questions sur les délais de traitement. Et ça, c'est vrai que c'est un élément que j'ai pas donné en introduction. Donc vous vous souvenez que en mars-avril, pour accélérer notamment les paiements, on avait dérogé au délai de 15 jours. Donc il y a un délai de 15 jours normalement qui s'applique quand une entreprise fait une demande d'activité partielle, la fameuse DAP. Et on était descendu à 48 heures. Pour accélérer les choses. Depuis le 1er octobre, on est revenu aux 15 jours. Alors, pourquoi on est revenu aux 15 jours? Parce que la décision était prise avant le reconfinement et toujours dans l'idée de permettre un maximum de contrôle a priori parce que on s'aperçoit quand même que même s'il n'y a que 5 ou 6% de fraude, ça peut porter sur des millions d'euros. Donc, le ministère a mis en place ce délai de 15 jours. Donc, que les entreprises ne s'inquiètent pas s'il n'y a pas une réaction dans les 48 heures, c'est normal. On est sur ce délai de 15 jours. Cela étant, s'agissant des demandes des DI, des demandes d'indemnisation, pour celles-ci, on essaye quand même de faire au plus vite. Donc, ça ne devrait pas trop ralentir le rythme de versement des demandes d'indemnisation qui, elles, sont à faire tous les mois. Très bien, merci. Je vais afficher une dernière question. Les derniers sondages vont arriver également, donc vous pouvez les compléter. Pourquoi la nouvelle aide exceptionnelle pour les indépendants n'est pas versée aux indépendants des entreprises du secteur S1 qui ne sont pas fermés administrativement, comme les hôtels par exemple, qui ne peuvent plus travailler dû au confinement? Je suppose que c'est l'aide sociale que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas aussi. C'est une aide sociale. Donc, l'aide sociale, on étudie quand même le dossier, évidemment. Et donc, s'il y a un hôtel qui est en grande difficulté par rapport à ce qui s'est passé et qui remplit un certain nombre de conditions, on n'a pas exclu les hôtels. Par contre, ce qu'on a dit, c'est que en priorité, on allait traiter plutôt ceux qui étaient fermés administrativement. Mais la situation d'un hôtel particulière peut donner lieu à une aide sociale, mais on ne sera peut-être pas dans la même automaticité que ce qu'on a prévu là pour tous ceux qui sont fermés. Donc, pour la personne qui pose la question, il faut faire quand même une demande, on l'étudiera et peut-être qu'il y aura la possibilité quand même de donner une aide. Très bien, merci. Alors, on va conclure donc ce webinaire. Simplement pour apporter des petites réponses là, sur les questionnaires. Donc, comme je le disais, on a eu une représentation très forte du secteur des CHR qui sont quand même très impactés, ainsi que les services de proximité. Si on devait regarder des choses un petit peu plus positives, on a intégré à partir de ce webinaire une question sur l'emploi. Pour être un petit peu plus positif, on voit que les gens déclarent dans le cadre d'une reprise d'activité, on a 31% qui embaucheraient un alternant, on a 36% qui embaucheraient les jeunes,
On a 21% qui passeraient par l'intermédiaire, donc des PI, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, etc. 7% sur les personnes en situation de handicap. Donc, c'est des choses qu'on conduira parce qu'il faut là aussi garder la tête haute malgré ces grosses difficultés. L'État fait effectivement beaucoup d'efforts aujourd'hui pour la question de l'emploi et donc en imaginant bien sûr les reprises et en traitant l'urgence d'aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois de participer de façon très volontaire à nos webinaires. Il faut le souligner. Nous nous retrouverons donc jeudi prochain. Vous pouvez revoir ce webinaire en différé pour revoir donc des réponses. Nous ferons circuler donc les questions sur lesquelles nous n'avons pas pu répondre. Le temps est court, mais c'est le format de ce webinaire. Et en principe, le jeudi prochain, nous traiterons toujours des sujets donc directs sur notamment le FN de formation. On en parlera de cette formation qui est très importante et des moyens qui sont mis en œuvre. Et puis, on évoquera également le volet 2 en fonction, bien sûr, de l'actualité. On le relevait tout à l'heure. Nous réagissons par l'actualité et on préparera aussi des listes de questions-réponses qui sont publiées par les différents services. Merci Madame Estor de votre participation, Monsieur Lourdes Rocheblave et Monsieur Apréléris de votre présence. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Suivez l'actualité, les réseaux sociaux, les mails, etc. On vous tiendra au courant très, très rapidement. Merci à tous et passez une très bonne journée. Merci également. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.